Une nouvelle loi sur le travail au Conseil des ministres, elle a pour objectif de lutter contre la précarité du travail. Exposition objet unique de la princesse Ira de Fürstenberg au profit de la Fondation Children of Africa. L'exposition se tient pour la première fois en Afrique après avoir conquis les grandes capitales d'Europe, des États-Unis et d'Asie. Et puis, 5e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA à Lomé au Togo. Les élus locaux réfléchissent sur les mécanismes communautaires de financement des projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 3 projets de loi, 3 projets de décret et des communications étaient au menu du Conseil des ministres. Au nombre des décisions prises, celle portant code du travail, une nouvelle loi qui a pour objectif de lutter contre la précarité du travail. On écoute le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Au titre du ministère d'État, le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le Conseil a adopté un projet de loi portant Code du travail. C'est un nouveau Code du travail qui viendra en remplacement de la loi numéro 95-15 du 12 janvier 1995, donc loi relativement ancienne, une vingtaine d'années. En 1995, la loi prise avait pour objectif principalement de renforcer la compétitivité des entreprises en leur donnant une plus grande liberté dans le recrutement et dans la gestion de leur personnel. Cette loi avait également pour ambition de renforcer les droits fondamentaux des travailleurs. Et 20 ans après, évidemment, il faut se poser la question de savoir si ces objectifs de départ ont été atteints. La réponse de l'ensemble des acteurs, malheureusement, non. Donc, il a fallu faire d'autres réflexions. Réflexions qui ont associé l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, les travailleurs et les employeurs, donc les entreprises. Et après donc, de nombreux échanges, il a été décidé d'aller vers une nouvelle loi, donc celle qui a été présentée aujourd'hui. Les objectifs de cette nouvelle loi, certains évidemment se recoupent avec ceux de la loi de 1995. Ces objectifs, donc, c'est lutter contre la précarité de l'emploi, renforcer les capacités de l'administration du travail, promouvoir la liberté syndicale, améliorer les conditions de vie des travailleurs, c'est important. Et ce nouveau code comporte quelques innovations, comme par exemple la gestion de la validation des diplômes par des stages écoles, qui est devenue entre-temps une vraie préoccupation. C'est également la promotion de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, qui n'avaient pas été précisément prises en compte par la loi précédente. C'est l'instauration d'un service minimum en cas de grève, et tout cela en ayant bien en tête, ou en gardant en tout cas en tête, le renforcement de la compétitivité et l'efficacité des entreprises. Le séminaire gouvernemental consacré au bilan du programme de travail gouvernemental 2014 et à l'adoption de celui de 2015 a donné l'occasion à chaque ministre de présenter en 10 minutes le bilan 2014 et les projets prioritaires de son département pour 2015. Les conclusions des travaux ont été présentées au président de la République. Le reportage de Viviane Naïma. Instauré en début de chaque année par le président de la République et son gouvernement, le séminaire gouvernemental est le lieu pour le gouvernement de faire son bilan d'activité au cours de l'année écoulée et adopter son programme d'action pour la nouvelle année. Le séminaire gouvernemental de l'année 2015 a réuni ce mardi 24 février l'ensemble du gouvernement. Les travaux démarrés à 8h30 le matin se sont achevés en début de soirée. Le président de la République a pris part à la clôture. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui a conduit les travaux, a exprimé au chef de l'État sa note de satisfaction.
Le programme de travail du gouvernement pour l'année 2015 a été adopté. Le séminaire gouvernemental qui s'est tenu ce jour, en exécution de vos instructions, a été l'occasion pour Mesdames et Messieurs les ministres à la fois de présenter le bilan des actions réalisées en 2014 par leurs départements respectifs et de dérouler les grandes lignes des actions qu'ils entendent mettre en œuvre en 2015. S'agissant des principales actions et activités prioritaires susceptibles d'être réalisées, elles ont été assorties des périodes indicatives de démarrage et d'achèvement d'indicateurs de performance, de résultats attendus et de leur évaluation financière. Je réitère mes félicitations à Mesdames et Messieurs les ministres pour leur participation effective à cette réunion extrêmement importante pour la coordination et l'harmonisation du travail gouvernemental. Je me réjouis de ce que, à l'image des éléphants, notre équipe nationale de football, le gouvernement soit soudé et solidaire autour du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est à la fois notre sélectionneur et notre capitaine. Ce programme de travail du gouvernement, qui se veut avant tout un cadre de travail harmonisé, fixe des actions prioritaires à réaliser au cours de cette année 2015. Les actions prioritaires qui ont été retenues au titre de l'année 2015 viseront principalement la poursuite du renforcement de la paix, de la sécurité, de la stabilité politique, de la cohésion sociale et du renforcement de la démocratie. La poursuite des actions au plan politique et diplomatique en vue de contribuer à la paix et à la stabilité sous-régionale et internationale. La poursuite de la mise en œuvre du programme économique et financier, ainsi que des actions pour le renforcement de la stabilité macroéconomique, la consolidation de l'assainissement des finances publiques et l'accroissement des marges budgétaires de l'État en vue de faire face aux nombreux défis du développement de notre pays. La réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya. Le démarrage effectif des travaux d'élargissement, d'approfondissement du canal de Vridi, de construction de la gare moderne et du train urbain d'Abidjan. Mais c'est en premier lieu le président de la République qui oriente l'action du gouvernement. En cette qualité, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a félicité les efforts du gouvernement au cours de l'année 2014 pour lutter contre la pauvreté. Le cap doit être maintenu, a souligné le président de la République. Les objectifs en 2015, faire en sorte que les populations ressentent encore plus les fruits de la croissance et la poursuite de l'émergence. Je voudrais donc vous féliciter, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les membres du gouvernement, pour l'excellent travail qui a été fait, et vous, Monsieur le Premier ministre, pour le travail de coordination de l'action gouvernementale en liaison avec la présidence de la République. Je félicite tous les membres du gouvernement, et je le précise, tous les membres du gouvernement sans exception, et avec vous, vos collaborateurs, pour l'excellent travail qui est fait et qui a permis donc la mise en œuvre de toutes ces actions et qui nous permettent d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Nous devons poursuivre nos efforts car beaucoup reste encore à faire pour satisfaire pleinement les aspirations les plus légitimes de l'ensemble de nos concitoyens. Notre objectif pour cette année 2015 est de faire en sorte que nos compatriotes ressentent davantage les retombées de notre forte croissance économique de notre pays. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous, car nous avons encore de nombreux défis à relever pour atteindre l'objectif de l'émergence à l'horizon 2020. Pour le gouvernement qui bénéficie de la confiance renouvelée du président de la République, ce programme de travail 2015 est un nouveau challenge. Et puis la conférence ministérielle régionale sur l'apatridie en Afrique de l'Ouest est ouverte aujourd'hui à Abidjan pour donner une existence légale à des milliers de personnes. Le nombre d'apatrides actuellement évalué à 750 000 personnes au niveau des pays de la CEDEAO pourrait significativement augmenter dans les années à venir si rien n'est fait. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulin. Troisième et dernière journée de la conférence régionale sur l'apatridie en Afrique de l'Ouest, ce mercredi 25 février 2015 au Sofitel Hôtel Ivoire. Une session qui a vu la participation du président de la République, Alassane Ouattara.
À cette occasion, le chef de l'État ivoirien a été félicité par tous les intervenants pour toutes les actions menées en vue de la lutte contre l'apatridie. Les intervenants, à l'instar de Antonio Guterres, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, et Barbara Hendricks, ambassadrice de bonne volonté honoraire à vie du HCR. Je suis d'autant plus heureuse que la Côte d'Ivoire, où je suis venue en juin dernier pour le HCR, a été choisie comme pays hôte. Et je félicite le gouvernement de la Côte d'Ivoire et des autres pays de la sous-région pour les engagements pris pour le passé et aujourd'hui, pour travailler ensemble afin de trouver les solutions pour mettre fin à l'apatridie dans la région. Au cours de ces dernières années, la Côte d'Ivoire a manifesté d'une manière extraordinaire son engagement dans la lutte contre l'apatridie, un exemple non seulement pour la région et le continent, mais également pour le monde. Et je tiens à exprimer toute ma gratitude à son Excellence le Président Alassane Ouattara pour son leadership et pour son engagement personnel, courageux et fort sur cette question. Le président Alassane Ouattara, se félicitant du fait que la Côte d'Ivoire soit choisie pour abriter cette conférence, s'est dit déterminé à poursuivre la lutte pour permettre à toutes les personnes victimes d'apatridie de retrouver leur dignité par l'obtention de pièces d'identité et prouver ainsi leur existence juridique. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement a affiché sa détermination en procédant à la ratification des 2 conventions portant sur l'apatridie et en facilitant l'adoption de lois importantes. L'application de ces lois va enfin donner une existence juridique à des milliers de personnes. Nous avons à cet égard mené une grande campagne de sensibilisation et de remise d'actes de naissance aux personnes nées ou vivant sur le sol ivoirien depuis plusieurs décennies. Et je peux dire que cela n'a pas été chose facile, compte tenu de l'intoxication qui a marqué ce débat dans notre pays. Nous allons poursuivre sur cette lancée et continuer à faire un travail de fond avec l'appui de nos partenaires internationaux, au premier plan desquels le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. J'exhorte le gouvernement à s'intéresser particulièrement à la situation préoccupante des enfants ne disposant pas d'acte de naissance, qu'ils soient scolarisés ou pas. L'entrée en vigueur dès octobre prochain de l'obligation de scolariser tous les enfants vivant dans notre pays nous offre l'opportunité, dans le cadre de la loi, d'établir un acte de naissance à chaque enfant. Et nous avons décidé de nous y atteler. Pour le président ivoirien, l'apatridie étant un terrain propice à l'insécurité et au terrorisme, il faut fédérer les efforts au plan national et international pour y mettre fin. La conférence internationale sur l'apatridie organisée à Abidjan est la première du genre en Afrique de l'Ouest. C'est une initiative de la CEDEAO en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et puis ce message du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, suite au décès du médiateur honoraire de la République, M. Mathieu Vanga Ekra. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès le dimanche 22 février 2014 du médiateur honoraire de la République, Mathieu Vanga Ekra, une figure emblématique de l'histoire politique et administrative de notre pays. Je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, adresser mes sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et à sa famille. En ces circonstances douloureuses, je tiens à leur témoigner toute ma solidarité et ma compassion. Avec la disparition du doyen Mathieu Ekra, la Côte d'Ivoire perd l'un des plus fidèles compagnons du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, qu'il appréciait pour sa loyauté, sa rigueur et son sens des responsabilités. C'est incontestablement l'un des derniers témoins de l'épopée du PDCI-RDA, de sa lutte héroïque pour l'indépendance sous la conduite éclairée du président Félix Houphouët-Boigny qui nous quitte. Plusieurs fois, ministre d'État à différents postes, l'illustre disparu laisse le souvenir d'un grand serviteur de l'État, d'un homme de devoir et d'engagement. Tout en m'inclinant devant la mémoire de Mathieu Ekra, dont l'exemple continuera de nous inspirer,
J'ai décidé que la nation ivoirienne lui rende le moment venu un hommage à la mesure des services rendus et de ce qu'il a représenté pour notre pays. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis la princesse Ira de Fürstenberg expose ses objets uniques en Côte d'Ivoire, une première en Afrique. Les bénéfices de la vente des collections de cristaux et lapis, lazulis, animaux sauvages, galuchas, coffrets en bois revêtus et collections en vase à base de pierres précieuses seront reversés à la Fondation Children of Africa. L'exposition s'étend sur 3 jours. Thomas Gessambi nous en dit plus. Pour une grande première en Afrique, c'est avec beaucoup d'aménité que la Fondation Children of Africa et les autorités ivoiriennes sont allées à la rencontre de la princesse Ira de Fürstenberg et de son exposition Objets uniques. À leur tête, le président de la République, Alassane Ouattara. Pièce par pièce, objet par objet, le chef de l'État s'est fait une idée du génie créateur d'une femme du monde. Heureux et fier que son pays accueille un tel événement, mais surtout pour son objet profitable à la Fondation Children of Africa, le chef de l'État s'est exprimé cette fois par un sourire de grand jour, laissant ainsi le soin à la princesse Ira et à son hôte de dire quelques mots, fidèle écho de leurs pensées. C'est la première fois en Côte d'Ivoire, la première fois en Afrique tout court. Donc j'espère que ce soit le début d'une longue histoire qui va revenir ici souvent. Je suis très heureuse qu'il y ait eu autant de monde à cette exposition. C'est une exposition de mon amie la princesse Ira de Fürstenberg. Comme vous le savez, elle est la marraine de la fondation depuis de nombreuses années, depuis 1998. Et là, elle fait des objets merveilleux et elle a demandé que son exposition soit cette année à Abidjan. Plus de 100 pièces pour cette exposition, allant des objets domestiques aux animaux en passant par des parties du corps humain. Pour y parvenir, la princesse utilise principalement le cristal de roche qu'elle agrémente d'incrustations en or, argent, bronze doré et pierres précieuses. Marraine de la Fondation Children of Africa, la princesse avait déjà offert en 2012 au Gala d'Abidjan à Dominique Ouattara au profit de sa fondation 2 magnifiques éléphants adjugés à plus de 210 millions de francs CFA. Cette exposition d'Abidjan referme ses portes ce 26 février. Voilà, c'était un reportage de Thomas Gessambi. On écoute à présent quelques réactions recueillies lors de cette exposition. C'est vraiment une Côte d'Ivoire qui est de retour. À chaque fois qu'il y a des expositions, à chaque fois qu'il y a des grands événements de cette nature, ce qui est encore meilleur, c'est que tous les objets qui seront récoltés, toutes les ventes qui vont être faites au profit de la Fondation Children of Africa, donc au profit des plus démunis. Donc ça, c'est formidable. Les pièces d'abord sont uniques, mais ceci participe aussi de la dynamique que nous voulons donner à notre art. Et à partir donc de ces expositions, les Ivoiriens pourront s'inspirer et comprendre que l'art a une place importante et que ça peut être une industrie et la Côte d'Ivoire doit devenir un hub de l'art. Nous avons trouvé de belles choses et surtout nous sommes touchés par cette volonté de vendre ces objets uniques pour aider les démunis, donc les gens qui ont besoin quand même d'aide. C'est une action de haute portée sociale. Je considère que le monde entier devrait pouvoir se comporter comme cela en pensant toujours à plus faibles, à plus démunis. Nous avons apporté notre modeste soutien en achetant aussi un objet décoratif très important effectivement dans ce cadre-là pour soutenir encore les actions de la Première Dame qui œuvre, comme vous le savez, pour le développement des femmes, pour les couches fragiles, les enfants, les jeunes. Donc vraiment bravo encore et puis merci à la princesse Ira de Fürstenberg. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique que cette exposition puisse se tenir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a l'embarras du choix, il y a de très très beaux objets. J'ai été particulièrement séduite par tous les objets en cristal de roche et tout spécialement par un cadre photo qui malheureusement avait déjà été pris. Mais tout est vraiment merveilleux et très très beau. Je félicite Madame la Première Dame pour cette initiative. Je l'encourage à répéter parce qu'il y a beaucoup qui sont intéressés à l'art et ils vont investir. Et quand ça va revenir à la caisse de la Children of Africa, on est ravis, on est fiers de ça et on lui souhaite la bonne chance.
Faisons un tour au Salon de l'agriculture de Paris. Aujourd'hui, c'était la journée spéciale Côte d'Ivoire. Les visiteurs ont apprécié les produits ivoiriens. On en sait plus avec Hervé Bly. Cette journée spéciale à Côte d'Ivoire au Salon de l'agriculture de Paris, il y a eu des rencontres du ministre de l'Agriculture avec les professionnels du secteur. Il y a aussi eu et toujours, pour parler de l'agriculture ivoirienne, cette autre rencontre entre les personnes chargées d'animer le stand de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui l'ont visité. À la différence des rencontres entre professionnels, l'ambiance ici était entretenue par la musique du terroir. C'est Côte d'Ivoire, très beau, magnifique les enfants. De la musique ivoirienne, mais aussi des séances de dégustation et bien d'autres activités centrées sur la découverte de la production agricole ivoirienne étaient au centre du stand Côte d'Ivoire. C'est une très bonne ambiance, mais grâce aux moyens mis par le ministre Benoît Passé, le ministre des Ressources animales et halieutiques, ce salon se déroule dans de très bonnes conditions et nous avons un très beau stand Côte d'Ivoire. Nous sommes en présence du ministre de l'Agriculture, monsieur le ministre Salafwa, et le ministre nous a instruit de tous les contacts nécessaires pour une bonne organisation du Sahara à Abidjan. Et la musique adoucissant les mœurs, elle a soutenu le message de promotion délivré à tous, ce jour spécial dédié à la Côte d'Ivoire, au Salon de l'agriculture en France. Retour en Côte d'Ivoire pour parler du barrage de Soubri. C'est vrai, ce barrage n'est pas encore achevé, mais il le sera bientôt. Il permettra à terme de relever le niveau de l'hydroélectricité en Côte d'Ivoire en vue de faire face à l'évolution croissante de la consommation nationale. 2 ans après la pose de la première pierre de cette infrastructure, notre reporter Jean-Louis Bangbo s'est rendu sur le chantier pour voir l'évolution des travaux et ce que pense la population de ce barrage. Les chutes naturelles de la Nawa sur le fleuve Sassandra. C'est en amont, à 5 km de cette attraction, à la fois touristique et religieuse, qu'est en train d'être construit le barrage de Soubré. Projet clé de la stratégie énergétique de la Côte d'Ivoire, l'aménagement hydroélectrique de Soubré sera situé non loin d'un autre barrage, celui de Bio, distant de 100 km. La réalisation du barrage de Soubré permettra d'augmenter la production de l'électricité en Côte d'Ivoire. Jusque-là, le parc de production hydroélectrique était alimenté par 6 centrales électriques. Soubré sera donc le plus important barrage du pays avec une puissance de 275 MW et une production moyenne de 1170 GWh par an et un fort impact socio-économique dans la région. Quand on crée un barrage hydroélectrique, il y a des retombées locales. Pour le barrage de Soubré, nous prévoyons augmenter la capacité de production d'eau potable pour la ville de Soubré. Il y aura donc des localités de la région qui vont profiter de l'électrification rurale. Et puis, il y a un centre de santé donc, qui va être créé sur le site, qui bien sûr va être partagé au niveau de toute la région. À Soubré, aujourd'hui, tous s'accordent sur le bien fondé de cet ouvrage. C'est une œuvre de portée nationale et internationale. Ça a permis de développer un peu notre région, surtout notre tribu Nigagba. Et nous en tirons une fierté. Ça fait que Soubré deviendra la première ville productrice d'électricité, après que Soubré soit la première ville productrice de café cacao. Si la localité était destinée depuis des lustres à recevoir un barrage, c'est seulement le 28 avril 2009 que ce rêve a commencé à prendre forme, notamment avec la signature entre Sino Hydro et Côte d'Ivoire Énergie du contrat de l'aménagement hydroélectrique de Soubré. Le financement accordé par la banque chinoise Exim Bank pour la réalisation de l'ouvrage portait sur un montant de 331 milliards de francs CFA. À côté des travaux du barrage proprement dit, on note une avancée notable dans la réalisation des logements qui accompagneront le projet. Il s'agit de la cité ouvrière et de la cité d'exploitation. 87% des bâtiments de la cité d'exploitation ont déjà été réalisés. Pour les besoins du barrage, 4 villages ont été déguerpis. Kwamekro, Kopéragui, Kweiri et Nyamagui. Pour payer l'indemnisation aux paysans, on charge la direction régionale de l'agriculture après avoir délimité la portion de plantation, et c'est la direction régionale de l'agriculture qui nous fait une expertise des différents plans. Longtemps, la question de l'indemnisation aura été le point d'achoppement.
Le paiement de ces indemnisations a commencé depuis le 12 août 2013, mais le rythme ne satisfait pas tout le monde. Si on nous recase quelque part et qu'on nous donne en temps ce qu'on peut nous donner, ça peut essayer de nous faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on gagne 500 francs ou bien 1000 francs par année, mais les 1000 francs là, quand on les gagne, on croit encore que nos champs de cacao sont là, on peut en avoir. Mais une fois qu'on te donne sa monnaie de singe, tu ne sais pas ce que tu peux réaliser. Nous avons des inquiétudes. On dit, un barrage vient chez vous et vous enlève vos terres. En retour, on va vous indemniser. L'indemnisation, on attend ça vivement. Mais le maître d'ouvrage rassure, tout le monde sera payé. Aujourd'hui, il n'y a pas de terres que nous avons occupées où les propriétaires n'ont pas été indemnisés. C'est le rapport de l'étude d'impact environnemental qui va définir les conditions d'indemnisation globale. Sur le chantier du barrage de Soubré travaillent directement 1100 Ivoiriens et 200 Chinois. Cet effectif devrait s'accroître dans les prochains mois. En 2015 et 2016, il y aura une augmentation de nombre des employés locaux. Parmi ces jeunes Ivoiriens qui prennent part à cet important projet, Jean Jaurès Kouadio Kwame. Étudiant en quête d'emploi, il a été embauché sur le chantier. Je suis très heureux de participer à un tel projet parce que cela y va de la vie de la Côte d'Ivoire, de la construction de la Côte d'Ivoire. Un Chinois pour 4 Ivoiriens. C'est le ratio qui s'applique sur le chantier pour le recrutement du personnel. Des ouvriers chinois qui s'intègrent progressivement. On s'entend très bien avec les employés ivoiriens. Ça veut dire là, on a le même objectif. C'est la réalisation à succès du projet. Hormis le recrutement dans les rangs des populations riveraines, le chantier du barrage de Soubré fait prospérer certaines activités dans la ville, principalement le petit commerce. Depuis qu'ils ont commencé, de temps en temps, on vient se débrouiller ici. Le projet de 56 mois est prévu pour être livré en 2017. Un délai qui devrait être respecté selon le maître d'ouvrage. Chaque jour que Dieu fait, on essaie de travailler sur les procédures, sur les transferts de matériel pour aller dans le sens donc, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de réduire donc, le délai de mise en œuvre. C'est avec intérêt qu'on va guetter ces différentes dates. 15 octobre 2016 pour la mise en eau du barrage, 30 novembre 2016 pour la mise en service de la mini-centrale de 5 MW et 15 septembre 2017 pour la mise en service du dernier groupe de 90 MW, symbolisant ainsi la fin des travaux et la livraison du barrage. Et 2017, c'est bientôt. Le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, poursuit sa tournée de mobilisation. Il a rencontré les rois du 108 de Moossou et la chefferie traditionnelle d'Adiaké pour leur parler, bien entendu, de la candidature du président Ouattara aux prochaines échéances électorales. Le reportage de Gabriel Azani. Devant la chefferie traditionnelle d'Adiaké, Amadou Soumaoro a donné le message du vivre ensemble, valeur qui constitue le socle du projet de société d'Alassane Ouattara, et sans oublier de mentionner que le chef de l'État veut briguer un deuxième mandat. Les chefs traditionnels d'Adiaké ont donné séance tenante leurs avis sur le sujet. Il faut au moins donner 2 mandats à un élu pour voir de quoi il est capable. Un seul mandat, c'est bien, mais vous ne pouvez pas aller au bout de ce que vous voulez faire pour vos populations. Si un seul mandat ne peut suffire à accomplir de grandes réalisations tellement les priorités sont nombreuses, Alassane Ouattara peut considérer qu'il est déjà réélu, selon le roi de Moossou. Moi, à mon humble avis, le président, il est déjà élu. C'est sous le pouvoir d'Alassane Ouattara qu'un statut constitutionnel a été donné aux rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Bientôt, ils seront pris en compte dans le budget de l'État et recevront des salaires. Tout ceci en vue de les mettre à l'abri du besoin et leur donner la dignité équivalente à leurs fonctions. Et puis, les élus locaux de l'UEMOA réfléchissent à Lomé sur les mécanismes communautaires de financement des projets. Ils vont élaborer pendant 3 jours des techniques pour la réalisation de tous les projets de développement susceptibles notamment d'améliorer les conditions de vie des populations. Ces réflexions se déroulent lors de la 5e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Mamadou Kwasi. Elles ont en commun le même problème.
Insuffisance des ressources affectées par les États pour le développement communautaire. Les collectivités territoriales de l'espace UEMOA décident d'unir leurs forces et de prospecter d'autres horizons, c'est-à-dire lier des partenariats techniques et financiers avec des structures de développement pour l'amélioration des conditions de vie de leurs administrés. À Lomé, au Togo, il s'agit pour les élus locaux de l'espace UEMOA de réfléchir sur les mécanismes communautaires de financement des projets au cours de cette 5e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales. On a fait 3 propositions. Il y a la subvention pour les petites et moyennes collectivités, mais on a également le marché financier pour les communes les plus importantes, les communes capitales. Et puis, il y a l'appui institutionnel. Voilà les 3 composantes du mécanisme que nous allons étudier. Cette rencontre a été l'occasion pour le chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Nicolas Berlanga Martinez, de féliciter le Conseil des collectivités territoriales pour ses initiatives de développement. Il rassure les élus locaux de l'assistance de son institution pour le développement à la base. Propos repris par le commissaire de l'UEMOA en charge de la décentralisation des transports, qui réaffirme la volonté de l'UEMOA d'accompagner les collectivités territoriales dans le développement local. La Commission, par ma voix, note avec satisfaction que le Conseil des collectivités territoriales, depuis sa création, s'attelle à renforcer la gouvernance multiniveau dans le processus décisionnel de l'Union. Le ministre togolais de la décentralisation traduit l'espoir des États pour une décentralisation réussie dans l'espace communautaire. Au cours de cette assise, les élus locaux aborderont des sujets portant sur les statuts et règlements intérieurs du Conseil des collectivités territoriales, la révision des commissions techniques et l'élaboration d'un livre blanc. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.